Bonjour, enfin bonsoir à tous. Bonsoir Laurent Binet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on se retrouve ce soir pour une rencontre qui nous fait très plaisir ici à la librairie. C'est pour donc le dernier livre de Laurent Binet qui s'appelle Perspective, qui est édité aux éditions Grasset et qui est sorti fin août, si je dis pas de bêtises. Alors Perspective, c'est un roman assez fascinant parce que, bon, tout d'abord, ça se passe à Florence en 1557. Puis c'est un roman très hybride. On a affaire à un roman historique, un roman épistolaire. Voilà, donc on va suivre. Enfin, le livre va démarrer avec. Enfin, peut-être que vous voulez en parler. Vous en parlez mieux que moi. Je vous en prie, présenter. Peut-être juste les généralités, pas trop rentrer dans l'intrigue pour ceux qui l'ont pas lu, mais on vous écoute. Eh ben, bonsoir. Alors, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Oui, donc Perspective, c'est mon 4e roman, et donc c'est en effet un roman historique comme d'habitude, un roman policier, comme ça avait été un petit peu le cas au moment de la 7e fonction du langage, mais là c'est vrai, c'est un vrai. Le point de départ de mon projet, c'était de faire un roman policier. Comme j'aime l'histoire, et que j'avais envie de rester à la Renaissance après Civilisation, il se passe donc à Florence au milieu du XVIe siècle, en 1557 précisément. Et la nouveauté, s'il y en a une, enfin il y en a peut-être même plusieurs, qui sait, mais en tout cas la grande nouveauté formelle, c'est que c'est un roman épistolaire. Et donc, en 2 mots, l'intrigue, l'enquête est la suivante. On retrouve un matin un peintre mort, un peintre qui s'appelle Pontormo, qui est un peintre qui a... Donc tous les personnages du livre ont existé. On retrouve et donc Pontormo est un peintre qui se rattache au courant maniériste, qui est c'est tous des disciples de Michel-Ange. Et Pontormo est retrouvé mort au pied des fresques sur lesquelles il travaillait depuis 11 ans dans une très grande église à Florence, l'église San Lorenzo, qui est l'église des Médicis. Donc, on lui avait confié la tâche de créer donc cette fresque dans la chapelle de l'église, dont l'ambition était de rivaliser avec la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Donc c'était un très gros projet. On le retrouve mort et on confie l'enquête, le soin de comprendre ce qui s'est passé, de retrouver le coupable, à un autre personnage historique qui s'appelle Giorgio Vasari. Vasari, qui était un peintre aussi, mais qui est aussi resté, enfin qui est plutôt resté à la postérité en tant qu'inventeur. Il est considéré comme l'inventeur de l'histoire de l'art parce qu'il a écrit une somme à l'époque sur les peintres italiens principalement de la Renaissance, ses contemporains et puis ceux d'avant aussi, qui s'appelle l'histoire des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Et donc il se trouve que Vasari était le bras droit du duc de Florence de l'époque, Cosimo de Médicis. On le charge d'enquêter sur la mort de ce Pontormo. Et donc, il procède comme tout bon enquêteur qui se respecte, c'est-à-dire qu'il cherche dans l'entourage de la victime, c'est-à-dire dans le milieu des peintres. Et puis aussi, ce qui était intéressant avec le choix de choisir comme victime un peintre, c'est que les peintres étaient au carrefour de tous les milieux sociaux, en fait, parce qu'ils prenaient les commandes des grands, ce que Machiavel appelait les grands, hein, c'est-à-dire les riches, les aristocrates et puis les riches familles bourgeoises ou nobles. Et puis, ils travaillaient aussi avec des ouvriers qui leur préparaient leur matériel, qui leur broyaient leurs couleurs. Et donc, cette enquête m'a permis de proposer au lecteur une photographie de toute la société florentine et donc un peu de la Renaissance, puisque Florence, c'est ça a été le cœur battant de la Renaissance. Photographie de cette société florentine à une époque où la situation était très, très compliquée, puisqu'en 1557, c'est la 11e et dernière guerre d'Italie. Ça fait depuis Louis XII, l'Italie et le terrain de jeu de l'affrontement entre les 2 grandes puissances qui étaient l'Espagne et la France. Et donc il y a une situation politique qui est très délicate pour le duc de Florence, qui doit, pour toutes les principautés italiennes en fait, qui doit, Rome comprise, qui doit naviguer entre donc essayer de ne pas se faire manger par l'une ou l'autre de ces 2 puissances.
situation politique très compliquée, situation religieuse encore plus compliquée, puisque le protestantisme a tout bouleversé et que là, on est en pleine période de contre-réforme. C'est très, très tendu. C'est le Concile de Trente et c'est à ce moment-là précisément, depuis 1555, il y a un pape qui est absolument horrible, qui s'appelle Paul IV, qui n'est pas du tout dans l'esprit des grands papes mécènes comme Jules II, qui avait commandé la chapelle Sixtine, si je ne dis pas de bêtises, mais qui est, voilà, lui, c'est pas du tout son truc, l'art. Et c'est un inquisiteur. C'est lui qui a inventé la mise à l'index. Vous savez, l'index, l'interdiction des livres jugés immoraux ou dangereux. Donc, contexte religieux extrêmement compliqué également. L'époque se durcit, c'est un retour à l'ordre moral. On ne supporte plus ce qui avait fait, ce qui était de façon très étonnante, c'est les fresques et les tableaux du type de la chapelle Sixtine, c'est-à-dire que tous ces hommes nus, ces hommes et ces femmes nus dans les églises, c'est fini. Là, Paul IV, il veut détruire la chapelle Sixtine. Donc l'ambiance est très crispée. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Hein, ouais. Justement, vous l'avez abordé, l'aspect social du roman que je trouve vraiment fascinant, le fait qu'on ait vraiment affaire à une galerie de personnages extrêmement variés. Je crois qu'il y a 20 locuteurs différents, si je ne dis pas de bêtises. Ça va du pape. Alors le pape n'écrit pas de lettres, mais il en reçoit une. Ouais. Jusqu'à Marco Moro, un personnage aussi assez central qui est broyeur de couleurs. Alors moi, c'est une profession que j'ignorais jusque-là. Comment est-ce qu'on assemble autant de personnages d'autant de milieux différents dans un seul roman? Comment est-ce qu'on travaille là-dessus? En fait, je me documentais et je cherchais. C'est-à-dire, j'ai vraiment procédé par cercle concentrique, l'entourage proche de la victime. Ses amis peintres, son ancien disciple Bronzino, qui est lui aussi, qui a pas la notoriété de Michel-Ange, mais qui est un peintre encore très renommé. Le disciple de Bronzino, qui s'appelait Allori. Le milieu des peintres, en gros. Et puis les commanditaires, le duc de Florence, sa famille. Alors j'ai compliqué l'intrigue avec cette. Vous avez vu la couverture. Non seulement on retrouve Pontormo mort, mais en plus on retrouve chez lui un tableau un petit peu bizarre qui est un tableau de Pontormo à la base, d'après un dessin de Michel-Ange. Michel-Ange avait offert ce dessin à Pontormo pour qu'il le peigne. Il a peint cette Vénus et Cupidon. Le problème est donc le tableau de Pontormo, il en avait fait plusieurs copies qui avaient circulé dans toute l'Europe avec beaucoup de succès, mais alors cette copie-là, elle a cette particularité qu'à la place du visage de la Vénus, il y a le visage de la fille du duc. Alors donc évidemment que là c'est un problème c'est un scandale d'État en fait que auquel le duc est confronté, et donc c'est pour ça qu'il charge Vasari, son homme de confiance, d'enquêter en toute discrétion et de comprendre ce qui se passe dans sa ville et dans son duché. Et donc, excusez-moi, quel était Parler de ces personnages extrêmement variés et différents de toutes les classes possibles. Oui, voilà, c'est ça. Donc l'entourage proche, les peintres, mais aussi évidemment les commanditaires, et puis les gens avec qui il travaillait. Et donc il se trouve que ce Marco Moro était le broyeur de couleurs de Pontormo. Il avait la charge donc de lui préparer ses pigments, ses couleurs, mais aussi c'était un peu son homme à tout faire. Les fresques dont je vous parlais, Pontormo était très jaloux de son travail. Il voulait pas qu'on voit son travail avant qu'il soit fini, et donc c'est son ouvrier Marco Moro qui avait été chargé de dresser des palissades autour de la chapelle pour que personne ne puisse voir son travail en cours. Et donc donc ça c'était les palissades, c'était un élément supplémentaire que j'ai essayé d'intégrer dans l'intrigue. Mais donc et puis Pontormo lui-même, il avait un assistant qui s'appelait Naldini, qui est devenu un peintre tout à fait honorable, mais qui traitait un peu avec Pontormo, il a laissé un petit journal dans lequel il raconte sa vie quotidienne qui a peu de valeur, qui n'a pas de valeur littéraire et ni artistique,
mais qui est un document tout à fait étonnant sur la vie quotidienne à Florence à l'époque. Il raconte avec qui, en tout cas la vie des peintres, il raconte avec qui ils déjeunaient, ils dînaient, ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils buvaient. Et puis aussi, bon, c'est assez amusant, ces problèmes de transit intestinaux, c'est quand voilà, il avait la colique, etc. Et voilà. Alors sur les fresques, il ne dit que aujourd'hui j'ai pas un bras, aujourd'hui j'ai pas une jambe. Bon, donc l'intérêt est limité, mais c'est un document qui est quand même très émouvant quand on s'intéresse à ces personnages, comme ça a été mon cas. Et puis c'était aussi, il y avait quand même des indications qui étaient très intéressantes, parce qu'il y avait en fait il y avait des indices. On voit qu'à un moment il se dispute avec Bronzino. On voit que avec Marco Moro, il se plaignait sans arrêt de Marco Moro, et notamment cette palissade qu'il accusait un peu Marco Moro de laisser en fait des gens venir regarder son tableau en cachette. On le voit aussi. Qu'est-ce qu'on le voit faire d'autre ? Oui, c'est-à-dire à un moment, il y avait un indice aussi que j'ai exploité dans mon livre, c'est que soi-disant à la mort de... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la mort de Pontormo, donc Bronzino a fini ses fresques, et puis finalement, quand les fresques ont été dévoilées et inaugurées, en fait, elles ont pas tellement plu, parce que, comme je vous disais, pour les raisons que je vous ai dites, la mode des corps nus, la mode, la grande floraison, l'époque de la chapelle Sixtine était révolue. Et donc, voilà, la réception a été mitigée. Et donc, dans ce petit journal, et donc tout le monde a eu l'air de découvrir ces fresques. Mais dans ce petit journal, il y avait deux indices, en fait, deux mentions de la visite du duc et de la duchesse dans l'église. Donc ça veut dire qu'il était faux que personne n'avait vu les fresques. Au moins, le duc et la duchesse les avaient vues. Bon, bref, donc tout ça, c'est des choses que j'ai intégrées dans mon intrigue policière. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les éléments là que je vous donne de façon un petit peu désordonnée, hein, j'arrive de Bordeaux, j'enchaîne les rencontres, donc ça se mélange un peu dans ma tête. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que très vite, je me suis rendu compte que chaque personnage avait des mobiles, en fait, parce que c'est dans un roman policier, c'est ça qui est. Comment est-ce qu'on trouve le coupable ? Bon, c'est en trouvant comment est-ce qu'on trouve qui ? C'est en comprenant pourquoi. Et donc, en fait, voilà, c'est-à-dire, on savait que Pontormo s'était disputé avec le broyeur de couleurs la semaine avant sa mort. Alors ça, c'est jamais très bon quand on se dispute avec la victime la veille de sa mort. Et donc voilà. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de mon enquête, en procédant par cercle, alors pas concentrique là, mais excentrique, ça m'a permis donc d'aller voir tous les pans de la société florentine, et pas que de la société florentine, parce que la situation politique étant ce qu'elle est. D'abord, j'ai intégré Michel-Ange à mon intrigue, parce que même s'il était à Rome, à partir du moment où j'avais choisi la forme épistolaire, la forme épistolaire me permettait, même si j'ai voulu que l'intrigue soit vraiment concentrée sur Florence, de déborder Florence. Et il se trouve que donc, dans mon intrigue, Vasari, qui est un ancien disciple de Michel-Ange, un très grand admirateur de Michel-Ange, comme tous les peintres de l'époque, il se tourne vers Michel-Ange pour lui demander de conseils, en fait. Donc Michel-Ange est intégré par ce biais-là, par le biais des lettres, à l'intrigue. Et puis il y a un autre groupe de personnes que j'appelle les Français, même si en fait ils ne sont pas français. C'est Catherine de Médicis et Catherine de Médicis et sa bande, j'allais dire, mais enfin en tout cas Catherine de Médicis et son cousin Piero Strozzi, parce que et Catherine de Médicis et Piero Strozzi veulent récupérer Florence, veulent récupérer le duché de Florence. Je ne sais pas si vous avez lu, et si vous avez lu, si vous en souvenez, c'est la problématique de Lorenzaccio. Lorenzaccio dans Musset, Lorenzaccio veut tuer Alexandre de Médicis, le tyran, et avec l'aide des républicains, qui sont en fait pas exactement des républicains, qui sont les anciennes familles très aristocrate de Florence, qui était donc notamment la famille Strozzi. Et donc,
Et Strozzi et Catherine de Médicis, ils sont en France. Catherine de Médicis a épousé l'un des enfants de François Ier. Et là, elle s'est retrouvée reine de France à la suite de circonstances totalement inattendues. Elle est reine de France. Piero Strozzi lui, à la base, est ce qu'on appelle un condottiere. Vous savez, ces espèces de généraux mercenaires, ces hommes de guerre, en fait, qui, au gré des alliances, pouvaient travailler pour eux-mêmes ou pour d'autres. Et Piero Strozzi est au service, il est maréchal de France, il est au service du roi, donc là, Henri II, et de Catherine de Médicis. Donc voilà, donc ça me permettait là d'embrasser beaucoup de personnel. Et c'est vrai que j'avais pas prévu de faire cette vingtaine de correspondants au départ. Mais à chaque fois que je tombais sur tel ou tel personnage, je me suis dit, lui, non, mais j'ai envie de l'intégrer. J'ai envie de l'intégrer parce que c'était logique, parce qu'il avait, il avait un mobile par rapport à l'intrigue que j'avais bâtie, et puis aussi parce que c'était des personnages historiques formidables, connus comme Catherine de Médicis ou Michel-Ange, mais aussi parfois moins connus, comme mon personnage préféré dans mon livre, c'est Benvenuto Cellini. Cellini, c'est un orfèvre à la base, il fait des bijoux, mais mais c'est aussi un aventurier qui a laissé des mémoires absolument fabuleuses, qui a fait des guerres, qui a fait de la prison, qui s'est évadé, qui a commis des crimes, qui a tué des gens, et puis qui a aussi fait un chef-d'œuvre, enfin plusieurs chefs-d'œuvre, mais en tout cas, il est resté dans l'histoire pour sa statue du Persée tenant la tête de la Méduse, qui est encore aujourd'hui sur la place du Vieux Palais à Florence, à côté du David de Michel-Ange. Et donc c'est-à-dire, j'arrivais pas, ces personnages-là qui ont tous existé, j'arrivais pas à ne pas les utiliser. Du coup, donc vous avez un roman policier, historique, épistolaire, et un petit peu roman russe en même temps. Alors justement, votre idée initiale, votre envie initiale, c'était quoi? C'était d'écrire un livre sur Pontormo? C'était d'écrire un roman épistolaire? C'était d'écrire un polar? Qu'est-ce qui vous a vraiment motivé initialement à vous mettre au travail? Dans l'ordre, j'avais envie de faire un roman policier de facture classique, type Agatha Christie, une victime, un enquêteur, une enquête, des mobiles, des suspects. Et j'avais envie de rester au XVIe siècle parce que si j'en avais pas eu assez après Civilisation, visiblement. Donc en deuxième temps, donc roman policier au XVIe siècle en Italie. Parce que quitte à choisir, l'Italie, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et ensuite, c'était pas une envie, ça a été un choix réfléchi. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer la forme épistolaire? Parce que je me suis dit que je connaissais pas, enfin j'en ai trouvé un roman policier épistolaire, j'ai trouvé un roman de Camilleri, le Sicilien, je crois. Mais enfin bon, voilà. Et je me suis dit, c'est bizarre finalement parce que l'hybridation des deux genres, en fait, me semblait potentiellement féconde. Parce que si on a des correspondants, si on a une vingtaine de personnes qui écrivent à la première personne, alors on a une vingtaine de narrateurs qui peuvent être qui sont pas fiables en fait, qui sont pas fiables. Les meilleurs romans policiers en général. C'est quand le narrateur, c'est ce qu'on appelle le narrateur non fiable. Et donc là, les lettres, ça me permettait d'avoir non pas le narrateur non fiable, enfin je veux pas spoiler, mais enfin, le narrateur non fiable, et à la fin on se rend compte que c'est lui le coupable. Il y a un exemple, mais dans la littérature policière, et en fait deux, parce qu'elle l'a fait 2 fois, Agatha Christie, mais enfin c'est pas, on peut pas le faire à tous les coups. Mais s'il y a 20 narrateurs, s'il y a 20 personnes qui disent je, alors on les écoute, et on sait qu'on peut pas se fier à eux. Le dispositif épistolaire permettant en plus d'aiguiser la paranoïa du lecteur, parce que on se rend compte que deux épistoliers, 2 narrateurs écrivant sur le même événement ne racontent pas la même chose, ou un correspondant écrivant à 2 personnes différentes sur le même événement ne raconte pas la même chose, ne dit pas la même chose. Et donc, c'est-à-dire que soit il y en a un qui se trompe, soit les deux, soit ils mentent, soit il y en a un qui ment, enfin, qui dit la vérité. Et donc, je me disais que le dispositif épistolaire
permettait de placer le lecteur dans la situation paranoïaque requise par le roman policier. Et alors justement, la multiplicité de ces narrateurs m'a fait me rendre compte d'un travail que je trouve assez admirable sur la langue. Et j'avais une question, comment est-ce qu'il faut donner une couleur 16e à un roman qui se passe au XVIe siècle, mais à la fois, il faut aussi, et c'est réussi, trouver une couleur différente pour chacun des locuteurs. Et je trouve que, effectivement, en lisant les lettres de Michel-Ange, en lisant les lettres de Marco Moro, de Vasari, on a affaire à un style différent, une langue différente. Comment est-ce qu'on travaille ça ? Ouais, alors c'est vrai que la difficulté, c'est que j'étais confronté à deux contraintes contradictoires. Il fallait trouver une homogénéité qui évoque le XVIe siècle et en même temps distinguer les différents narrateurs, donc enfin les différents locuteurs. Et donc, en gros, bon, pour la tonalité générale, j'ai lu énormément de textes du XVIe siècle. Et aussi, en fait, j'ai voulu que ce soit une hybridation 16e, 18e, parce qu'à partir du moment où c'est épistolaire, évidemment, les grands romans épistolaires, avec les Illusions dangereuses en tête, c'est du 18e, mais La Nouvelle Héloïse, c'est un roman épistolaire. Pamela de Richardson, qui est un roman anglais, en fait, très important dans l'histoire du roman, c'est un roman par lettres. Donc voilà, donc j'ai lu et relu et re-relu du XVIe siècle. Machiavel, mais aussi Marguerite de Navarre, Rabelais, Montaigne, enfin un peu de tout, même si Rabelais, c'était pas la couleur que le registre n'était pas du tout rabelaisien. Enfin bref, je me suis immergé dans la littérature du XVIe siècle, dans celle du XVIIIe, et donc pour aboutir à une langue qui évoque ces époques. Ces styles très donc avec des développements à des périodes assez longues, avec des développements, des subordonnés dans la phrase, et puis des éléments de vocabulaire que je saisissais ici ou là. Et alors ensuite, pour distinguer les personnages. Alors là, j'avais de la chance, j'avais plus de chance pour Civilisation, parce que Civilisation, alors mes héros c'était des Incas, et alors là les traces, il n'y a pas de traces écrites, il n'y a pas de littérature Inca, mais là, non seulement il y avait de la littérature du XVIe, mais il y avait aussi la correspondance de Michel-Ange. La correspondance de Michel-Ange, c'est 2 volumes, c'est je ne sais pas combien de centaines de lettres. Donc Michel-Ange, je me calquais sur sa correspondance. J'intégrais, alors ça j'ai toujours bien aimé faire ça, j'intégrais dans mes lettres de Michel-Ange, j'intégrais des citations tirées de la correspondance du véritable Michel-Ange pour assurer la justesse du ton, à charge pour moi que la jointure, la couture entre mes propres phrases et celles de Michel-Ange se voit pas. Et puis ensuite, je tenais compte, oui, ce que je vous ai dit sur les périodes un peu amples, enfin les périodes de la phrase, le développement, etc. Bon, il était évident que le style de Marco Moro, broyeur de couleurs, devait être plus sec. Je jouais sur ce type de distinction. Il était évident aussi que Vasari, s'adressant à son ami et Borghini, qui était un humaniste avec qui il avait l'habitude de travailler, c'était pas le même ton que quand il écrivait au duc. Alors quand il écrivait au duc, donc je m'étais procuré des lettres, je voyais déjà les formules de politesse. Là, j'utilisais, par exemple, il se trouve que Michel-Ange, alors lui, il avait un style, en général, ses lettres sont très triviales, mais c'est pareil, quand il écrivait au duc, puis il avait un caractère très, très atrabilaire, très grognon. Il était souvent sec dans sa correspondance, mais quand il écrivait au duc, c'était, oui, alors ça assez très magnifique, excellence, c'était des tournures de politesse, et donc bien sûr que ces tournures de politesse, je les décalquais, quoi, je les reprenais. Et puis ensuite, donc il y avait plusieurs facteurs. Il y avait le statut social qui faisait varier le niveau de langue, disons. Il y avait aussi la personnalité du correspondant, c'est-à-dire que Cellini, l'aventurier, Strozzi, le condottiere, c'était une prose plus virile, plus fanfaronne, plus bon, voilà. Et puis alors ensuite aussi, je fonctionnais par
par modèle et par couple de modèles. En fait, Catherine de Médicis, dans mon histoire, là, il y a la jeune Maria de Médicis là, qui est bien embêtée de voir sa tête sur ce tableau, qui écrit à sa tante, qui lui demande conseil en secret de son père, parce que son père et sa tante sont ennemis. Mais donc là, mon modèle, c'était le couple Merteuil-Cécile Volanges. Et donc vous verrez, si vous lisez le livre, vous verrez que la première lettre du livre, c'est une lettre de Maria de Médicis qui se demande, qui a l'impression que ses parents complotent un peu là, et qui se demande si on ne va pas bientôt essayer de lui trouver un mari. Et en fait, ça, c'est la réécriture. C'est exactement le propos de la première lettre des Liaisons dangereuses. Et Catherine de Médicis, je trouvais que c'était pas idiot de m'inspirer de Merteuil, parce que, pour des raisons évidentes, hein, mais puis parce que la relation entre ces deux personnages était la relation de Merteuil avec Cécile Volanges, c'est-à-dire une relation faussement maternelle et protectrice et complètement manipulatrice. Il se trouve que, c'est-à-dire ce qu'on sait de Catherine de Médicis, et que, entre autres, c'est-à-dire c'est l'incarnation logique du machiavélisme, Catherine de Médicis. C'est logique parce que Florentine, tout simplement. Donc voilà, il y avait ce type de modèle, mais j'avais d'autres couples de modèles en tête. Pontormo et son ami et ancien élève Bronzino. J'avais en tête, Pontormo, il était comme Michel-Ange, très très grognon, tout le temps en train de râler, ça se voyait dans son journal. Alors j'avais le modèle du journal pour Pontormo, il a une lettre puisqu'il meurt au début, le pauvre. Mais disons que Pontormo, Michel-Ange, dans ma tête, c'était en fait, d'ailleurs, pour moi, Pontormo, c'est un peu la version maudite de Michel-Ange. Hein. C'est celui qui devait rivaliser avec la Chapelle Sixtine. Et puis, non seulement, alors, dans la réalité, il n'est pas mort assassiné, hein, mais ce que je vous ai dit est vrai, c'est qu'il est mort, Bronzino a fini son travail, les fresques n'ont pas tellement plu, mais certains spécialistes pensent que ces fresques étaient peut-être aussi belles que la Chapelle Sixtine. Et ce qui s'est passé, c'est terrible, c'est que comme c'était passé de mode, on s'en est pas occupé, on les a pas entretenues, elles se sont abîmées. Et au XVIIIe siècle, la dernière Médicis qui a régné qui a dirigé Florence, elle a fait détruire toute la chapelle et ces fresques ont été perdues à tout jamais. Enfin bref, pour revenir à ce que je vous disais, donc oui, Pontormo, Bronzino, c'était plus... Bronzino, lui, c'était un peintre beaucoup plus courtisan, c'était vraiment le portraitiste officiel de toute la famille des Médicis, les vivants, les morts, depuis Laurent le Magnifique et son père. Et donc j'avais en tête le couple Alceste et Philinte dans le Misanthrope. Vous voyez, le Misanthrope. Donc voilà, donc pour fonctionner par couple, ça me permettait de travailler les contrastes en fait. Alors, vous parliez du côté trivial de certains des personnages. Alors, vous parliez aussi des carnets de Pontormo d'ailleurs. Que moi j'ai trouvé extrêmement drôle à la lecture. On sent aussi, on parle de broyeur de couleurs, il est aussi de question de mouvements sociaux, d'un chaos absolu des ateliers de peinture. Est-ce qu'on a l'impression, je me trompe peut-être, une envie aussi de désacraliser un petit peu cette période de la Renaissance, ou en tout cas d'en montrer un côté un petit peu moins romantique et idéal qu'on peut avoir aujourd'hui de cette période? Oui, c'est-à-dire c'est pas une envie, c'est simplement que quand on s'intéresse à la période, on voit que c'est la réalité. Et c'est vrai que la Renaissance, c'est Botticelli, Léonard de Vinci, Laurent le Magnifique, la Chapelle Sixtine, etc. Mais c'est aussi la période des guerres de religion, des affrontements très durs. Et puis c'est la période des Borgia. C'est un milieu où, on n'est jamais sûr de finir la semaine sans se faire empoisonner ou assassiner. Donc oui, en fait c'est une. On a toujours une vision un peu. Pour toutes les époques, c'est un peu pareil en fait. Hein. On a toujours une vision assez monochromatique des périodes de l'histoire, et en fait, en général, c'est beaucoup plus dialectique. La Renaissance, c'était quand même c'était un marigot. C'était un marigot où c'était très dur de s'en sortir au sens social, mais même au sens physique, c'était dur de survivre dans tous les sens du terme. Je voulais ajouter quelque chose. Oui, et ensuite, la trivialité, de toute façon, quand on lisait
Le journal de Pontormo, la correspondance de Michel-Ange, bah là, on y était vraiment confronté de façon totalement directe. Michel-Ange, les 3/4 de sa correspondance, c'est pour écrire à sa famille, à son neveu qui est resté à Florence. Machin t'as pas payé son loyer. Bon, ok, dis à ton frère que je lui enverrai les sous la semaine prochaine. Oui, fais venir achète cette maison, c'est le moment parce que les prix vont monter. Enfin, c'est d'une très grande trivialité, mais ça c'est la vie même. C'est-à-dire si vous voulez brosser un tableau réaliste de n'importe quelle époque. De toute façon, oui, on baignera pas dans le romantisme, on baignera dans les trivialités de la vie quotidienne. On pourrait parler aussi, s'arrêter rapidement sur le titre parce que je trouve qu'il intrigue. Donc perspective avec ce fameux S entre parenthèses. Puis vous jouez aussi, j'imagine, sur la polysémie du mot. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce titre, s'il vous plaît ? Oui, c'est vrai que j'ai hésité pendant toute l'écriture. Au début, je le pensais au singulier, mais j'hésitais entre singulier et pluriel parce qu'en effet, ça veut pas dire la même chose. Au singulier, ça se référait à la grande révolution picturale de la Renaissance italienne, la découverte des lois de la perspective. Par les Brunelleschi, les Alberti, quelques dizaines d'années plus tôt, même une bonne centaine d'années plus tôt. Mais en même temps, à partir du moment où j'avais choisi ce dispositif épistolaire avec une vingtaine de correspondances, ça voulait dire une vingtaine de points de vue. Et donc, ça voulait dire des perspectives différentes. Donc, j'ai voulu jouer sur cette polysémie. J'ai décidé de ne pas trancher en adoptant cette petite coquetterie du S entre parenthèses. D'autant plus volontiers que ça faisait une sorte de continuité dans mon œuvre, puisque déjà, il y avait une bizarrerie dans Civilisation, c'était le Z à la place du S. Et puis, tout ça ayant commencé avec mon premier roman, HHHH, où là, c'était carrément bizarre, quatre lettres en guise de titre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai fait le choix du S entre parenthèses. Bon, sinon, on sait que vous êtes agrégé de littérature, mais on pourrait aussi croire que vous êtes agrégé d'histoire. On sent que c'est quelque chose qui vous, depuis toujours, l'histoire, c'est quelque chose, c'est un matériau qui vous intéresse, que vous travaillez. Mais dans chacun de vos livres, pour les avoir travaillés en tout cas, on se rend compte qu'il y a des angles quand même assez différents à chaque fois. Il y a de l'Uchronie avec Civilisation, HHH est encore différent. Vous reprenez comment est-ce qu'on trouve ces angles de recherche? Comment est-ce que vous travaillez? Comment est-ce que vous décidez de ces angles d'attaque pour travailler l'histoire à chaque fois de manière quand même différente manifestement, mon père était prof d'histoire, donc il y a un facteur génétique, si je puis dire, en tout cas atavique. Mais donc, visiblement, le passé m'intéresse. Donc, le point commun de tous ces livres, c'est que ce sont des romans historiques, mais en effet très différents. Sur des époques différentes, même si, les deux derniers, je suis resté à la même époque, mais des dispositifs différents, des approches différentes. Et ça, j'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression qu'il y a deux grandes familles d'artistes, c'est-à-dire tout art confondu. Il y a les Proust et les Kubrick, en fait. Les Proust, ce sont ceux qui creusent toujours le même sillon et qui, à la fin de leur vie, ont une œuvre qui forme une espèce de livre unique, qui est la recherche du temps perdu. Et les Kubrick, c'est ceux qui changent radicalement d'une œuvre à l'autre. Un film de guerre, un film d'horreur, un film de science-fiction, 2001, l'Odyssée de l'espace, et donc à chaque fois qui font, et alors donc sans aucune hiérarchie entre les deux familles bien sûr, mais manifestement moi je suis plus de la famille des Kubrick, c'est-à-dire que il se trouve qu'en plus, alors ça n'a pas gêné Proust, mais moi j'ai mis 10 ans par exemple pour écrire HHHH, et au bout de 10 ans de Deuxième Guerre mondiale j'avais envie de passer à autre chose, quoi. La 7e fonction du langage, au bout de 5 ans de French Theory et d'évoluer dans les milieux des intellectuels des années 80 et
à me plonger dans l'œuvre de philosophes assez compliqués. J'avais aussi envie de changer. Bon, là, la Renaissance, j'en avais pas eu assez. Mais, et donc, pour répondre à votre question, en fait, ça, je sais pas trop, je sais pas trop comment je décide. C'est-à-dire, comment dire, j'ai une forme de, je suis obsessionnel comme il faut l'être pour être écrivain, je pense. Donc quand je m'intéresse à un sujet, vraiment je me plonge dedans, et donc là voilà, pendant 5 ans je n'ai lu que des trucs sur la Renaissance italienne, sous tous ces aspects, les peintres, l'histoire, la situation politique, mais c'est-à-dire au début, oui, voilà, c'est-à-dire après Civilisation, j'en avais pas eu assez, et c'est-à-dire au début, je me dis jamais, tiens, sur quoi je pourrais écrire la prochaine fois. Je commence à m'intéresser à quelque chose, et puis alors comme j'ai ce truc obsessionnel, de plus en plus, et au bout d'un moment, et ben là, ensuite c'est ma configuration, j'imagine, de romancier. Au bout d'un moment, j'ai ce truc qui était le principe de Civilisation, c'est-à-dire tiens, et si ça, tiens, on pourrait peut-être faire ça. Et puis des fois ça donne rien, et puis à un moment, des fois je me dis tiens, ouais, ça. Et à un moment, je sais pas, je trouve un truc où je creuse, et là je me dis ah ouais, tiens, ça pourrait peut-être faire un livre, quoi. Là, par exemple, j'ai aucune idée de ce que ça donnera, mais je ne sais pas ce qui m'a conduit à m'intéresser à la Grèce antique. Je m'intéresse à la Grèce antique sous tous ses aspects. Oui, si, en fait, il y a plusieurs facteurs, mais j'ai été invité à assister, même pas si participer, vraiment de façon symbolique, à un colloque à Athènes. Très rigolo, organisé par Pierre Bayard. Vous savez, Pierre Bayard, c'est celui qui fait des livres très amusants. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, et si c'était pas Hamlet le coupable, et là donc il a fait un livre sur Oedipe. Oedipe n'était pas coupable, et donc il a organisé ce colloque universitaire très amusant, étonnamment amusant pour un colloque universitaire, où il partait de cette hypothèse, et si Oedipe n'était pas coupable. Et puis il y avait une sortie pendant le colloque où on allait sur les traces de Delphes, on faisait le trajet de Athènes à Delphes, et avec donc il est vraiment drôle, Pierre Bayard, donc avec beaucoup d'assurance. Pierre Bayard allait nous montrer le croisement où Oedipe avait rencontré Laios et où il avait tué son père. Alors donc on était là sur une espèce de petit chemin caillouteux qui ressemblait pas à grand chose, et alors il discourait en disant voilà, alors c'est là parce que ça peut pas être là, parce que dans le texte il y a écrit que en fait il n'a pas pu voir qu'ils étaient 5 alors qu'en fait ils étaient 4, un truc, voilà. Et donc ça m'avait beaucoup amusé, et du coup je me suis vraiment plongé donc par Oedipe, mais là j'en suis à là, je lis des trucs sur l'Iliade. J'ai revu Troie avec Brad Pitt, que je trouve formidable. Je trouve que c'est vraiment un très bon film. Et puis je relis là. Enfin, je relis là. C'est toujours très très cuistre de dire. Je relis quelques-unes, et je lis les tragédies d'Euripide, de Sophocle, donc celles que j'avais pas lues justement. Et donc là, je suis très dans un truc guerre de Troie, là. Voilà. Mais bon, si ça se trouve, ce sera totalement autre chose. Soit ça va me passer, soit dans 2 ans, j'y suis encore. Et là, si dans 2 ans, j'y suis encore, il est possible que j'ai une idée de livre. En même temps, alors là, le problème, c'est que des variations sur... Oui, j'ai lu Madeline Miller aussi. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, qui réécrit à la façon d'un roman moderne, l'Iliade et l'Odyssée, selon le point de vue d'un personnage. Elle a fait l'Iliade d'après le point de vue de Patrocle, à la première personne, et l'Odyssée d'après le point de vue de Circé, aussi à la première personne. Bon, j'ai trouvé ça super, mais bon, c'est super, mais ça a été fait, donc. Et puis, alors, le gros problème, c'est que... c'est Joyce, quoi. Il a fait Ulysse. Bon, donc, alors moi, là, je suis plus vers l'Iliade. Je sais pas si ça va, mais... Enfin là, le problème, c'est que là, c'est pas une idée totalement neuve, et de réécrire là-dessus, et il y a des précédents qui sont très lourds, quoi. Donc voilà, donc j'en suis là, moi. Alors j'aimerais parler un petit peu aussi avec vous de la dualité. Je sais pas si c'est une dualité, mais fiction, histoire.
Et en lisant HHHH, que j'ai trouvé assez éclairant justement sur la relation qu'un écrivain, qu'un historien peut avoir avec à la fois la fiction et la littérature, je me permets de vous citer, vous dites « Je lis beaucoup de romans... » Donc ça, c'est issu de HHHH. « Je lis beaucoup de romans historiques pour voir comment les autres se débrouillent avec les contraintes du genre. Certains savent faire preuve d'une rigueur extrême, d'autres s'en foutent un peu. D'autres, enfin, parviennent à contourner habilement les murs de la vérité historique sans pour autant affabuler. Je suis frappé tout de même par le fait que dans tous les cas, la fiction l'emporte sur l'histoire. C'est logique, mais j'ai du mal à m'y résoudre. Comment est-ce qu'on empêche la fiction de l'emporter sur l'histoire, finalement ? Non, c'est-à-dire, enfin, la fiction, c'est une tentation, c'est presque anthropologiquement. Barthes disait, je sais plus ce qu'il disait d'ailleurs, mais enfin, disons que oui, c'est-à-dire la propension à la fiction, c'est un truc qui est quasiment aussi ancré en l'homme que ses besoins naturels ou ses sentiments les plus élémentaires, comme l'amour ou la haine, la propension à raconter des histoires. Ça, c'est un truc immémorial. Et donc, le risque pour l'histoire, c'est que la propension à raconter... Oui, c'est ça. Le risque pour l'histoire, c'est qu'on raconte des histoires et non pas l'histoire. Et donc ça, c'est vrai que c'est une problématique qui est peut-être le fil rouge de mon œuvre, qui était vraiment la problématique de HHHH, puisque la problématique de HHHH, c'était comment est-ce qu'on fait pour raconter une histoire vraie quand on a, alors parce que c'est compliqué pour des raisons pratiques, si on a 2 témoins, ils racontent pas la même chose, et puis c'est compliqué parce qu'on a cette pulsion d'affabuler. Et c'est vrai que donc c'était le dispositif d'HHHH quand il y avait un événement dont je savais pas grand-chose, donc je savais juste qu'il avait eu lieu, mais j'avais pas les détails. Alors j'avais la tentation de le romancer en fait, et donc ça a donné la forme finale d'HHHH où de temps en temps je cédais à cette tentation, mais en général à la fin du chapitre, le début du chapitre suivant, c'est commencé par un débrief du chapitre précédent où je me flagellais en disant non bon, j'avoue, là j'ai tout inventé, en fait je savais pas. Mais donc l'histoire d'HHHH, c'est l'histoire de ces résistants tchécoslovaques, mais c'était aussi justement l'histoire de cette lutte pour la vérité historique. Alors là, vous allez me dire, c'est plus du tout le cas ni avec aucun des suivants, hein, parce que là j'imagine que Barthes a assassiné. Alors là cette fois c'est Pontormo. Alors en fait je me rends compte que sur mes 4 romans, il y en a 3 qui sont centrés sur des assassinats. Bon. Digression, mais c'est vrai que moi je veux quand même que les choses soient claires. Je veux pas qu'on me raconte des histoires en me faisant croire que c'est vrai en fait. Et ça c'est la différence entre la fiction, enfin la fiction honorable, selon moi, la fiction et la falsification, si vous voulez. Je veux pas que la fiction devienne falsification. C'est aussi pour ça que j'ai une très grande méfiance, voire une aversion pour les textes religieux, par exemple. Bon, pour moi, c'est-à-dire les textes religieux nous font croire que nous font croire que des fables et des mythes sont vrais en fait. Et puis j'ai aussi une grande méfiance pour... là, je sais pas, vous avez vu, il y a un scandale. Alors moi, j'ai pas lu le livre, mais sur la tondue de Chartres. Il y a un livre qui est sorti sur la tondue de Chartres, et apparemment, donc c'est l'argument, c'est on va vous raconter la vie de la tondue de Chartres. C'est donc une femme qui avait collaboré et qui s'est fait tondre à la Libération, et avec cette espèce de teasing un peu, en fait, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. Bon, alors là, on est dans une espèce de... donc je vous en parle entre nous, je dirais pas de mal publiquement de ce livre que j'ai pas lu parce que je l'ai pas lu, mais le procédé, en effet, me semble, suscite ma méfiance parce que le pacte de lecture, il est pas clair. Et en fait, pour moi, c'est ça qui est décisif. C'est-à-dire, vous pouvez raconter ce que vous voulez, du moment que le pacte de lecture, il est clair. Là, mon pacte de lecture, il est clair parce que, alors, il est pervers, mais il est clair quand même parce que j'ai fait une préface à mon livre, une fausse préface à la manière de Stendhal. Où donc là le narrateur, qui n'est pas exactement moi, même si à la fin je signe B
sans plus de détails pour jouer sur l'ambiguïté entre Binet et Henri Bell, le vrai nom de Stendhal. Mais en tout cas, ce narrateur, moi je vous le dis, c'est Stendhal. D'ailleurs, c'est truffé de citations de Stendhal, c'est les goûts de Stendhal. Enfin bon, c'est Stendhal. Et Stendhal prétend avoir retrouvé dans une vieille échoppe d'Arezzo une caisse. Enfin, un mec lui a proposé une pile de correspondances. Tiens, ça peut vous intéresser. Stendhal jette un œil, il dit ça a l'air super. Il se met à traduire et pendant 3 ans il traduit et ensuite il nous offre. Bon, et ça, c'est pourquoi c'est un pack de lecture, parce que c'est la convention de tous les romans épistolaires du XVIIIe siècle et même les lettres portugaises, c'est pareil. Alors non, les lettres portugaises, je crois que c'était un peu moins sûr. Mais enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, au XVIIIe siècle, tous les lecteurs des liaisons dangereuses et des autres romans épistolaires savaient que c'est Rousseau qui a inventé, c'est Laclos qui a inventé. Et donc ça, pour moi, c'est voilà, c'est-à-dire c'est le signaler d'une façon ou d'une autre, pas forcément un trigger warning, vous voyez, qui serait grossier, mais signaler d'une manière ou d'une autre que là, c'est de la fiction. Civilisation, j'avais pas tellement besoin de le faire à partir du moment où c'était une uchronie. J'imagine que les Incas ont envahi l'Europe, et que Christophe Colomb n'avait pas découvert l'Amérique, puisque normalement les lecteurs le savent, et que sinon on serait en train d'avoir cette conversation en quechua et non pas en français. Donc là, voilà, c'est-à-dire que c'est ça la grande différence entre oui, enfin, c'est-à-dire il y a une honnêteté de la fiction qui s'exhibe en tant que fiction, si vous voulez. Et donc voilà, donc c'est-à-dire ma démarche là a été inverse à celle de la démarche de mes 3 romans de fiction était l'inverse de celle d'HHHH, mais je me sens au clair parce que et dans HHHH, là, ce que vous avez cité, ça montre que voilà, HHHH me montre en train de batailler avec cette problématique, et donc le lecteur ne pouvait pas ne pas être au courant de cette problématique. Et le contrat, c'était un contrat honnête. C'était je vais essayer de vous raconter la véritable histoire dans la mesure de mes moyens, parce que ensuite on peut se tromper. Hein, je dis pas que tous les livres d'histoire sont évidemment exact. L'histoire est une science qui évolue comme toutes les sciences, mais la démarche n'est pas du tout la même. Et dans perspective, ça peut être un petit peu risqué parce que vous n'ouvrez jamais les guillemets. C'est-à-dire que effectivement, on sait que vous vous êtes inspiré de lettres que vous avez consultées pour essayer de coller le plus possible, mais vous faites dire aussi des choses à vos personnages. Dans quelle mesure c'est risqué? Est-ce que ça peut être un petit peu casse-figure? Ouais, mais disons que alors là, vraiment en perspective. C'est le premier de mes 4 romans historiques qui s'inscrivent vraiment dans la tradition classique d'Alexandre Dumas. C'est-à-dire, on s'insère dans les blancs de l'histoire et on vous propose une histoire rocambolesque, une enquête policière, une histoire de KPDP à partir d'éléments historiquement avérés, mais on se glisse dans les blancs de l'histoire. Alexandre Dumas, c'est comme ça en général qu'on présente le type de roman historique du type à Alexandre Dumas, parce que les 3 mousquetaires, c'est quoi? C'est basé sur une anecdote réelle, l'affaire des ferrets de la Reine. Il y a eu en effet une affaire des ferrets de la Reine, et dont je ne sais pas à quel point elle correspond à l'histoire des 3 mousquetaires, mais en gros, et D'Artagnan, il a existé aussi, si vous voulez. Mais pareil, de la même façon, Alexandre Dumas ne prétendait pas faire œuvre d'histoire. Voilà. Bon, donc non. Alors, j'entends votre remarque. Hein, c'est-à-dire, c'est peut-être plus risqué dans celui-là que dans les 3 autres. Bon, alors oui, la 7e fonction du langage, vu ce qui arrive, oui, la 7e fonction du langage, c'était clair parce qu'il y avait des personnages qui mouraient. Des personnages réels qui mouraient, alors que dans la réalité, ils n'étaient pas morts. Je fais mourir Derrida 20 ans plus tôt. Bon, il arrive, voilà. Bon, Solaire, s'il lui arrive ce qui lui arrive dans la 7e fonction du langage, on peut supposer que dans la réalité, ça ne lui était pas arrivé. Bon, le pauvre, il est mort maintenant, donc. Dans celui-là, oui, c'est-à-dire que quand même, je veux croire que ce que je propose au lecteur est suffisamment ludique pour qu'il comprenne que c'est un jeu, ce n'est pas la réalité. Et par ailleurs, le texte, donc j'ai essayé vraiment d'être le plus fidèle possible, en effet, à la langue de Michel-Ange, etc., etc. Mais le texte est quand même parsemé régulièrement de clins d'œil et de certains anachronismes
que j'espère parfaitement contrôler. Mais par exemple, Marco Moro, donc pour revenir à ce personnage, c'est une figure de proto-syndicaliste. Il essaie de fédérer les ouvriers de Florence. Et alors, bon, ça, déjà en soi, ça peut sembler anachronique. En fait, ça l'est pas tant que ça. Parce que mon modèle pour Marco Moro, c'était une révolte d'ouvriers qui avait eu lieu en 1378, qui est passée à la postérité, parce qu'elle a été racontée par Machiavel dans ses histoires florentines, sous le nom de révolte des Ciompi. Bon, voilà, Ciompi, c'est probablement une dérivation de compère, compagnon dans un dialecte, dans le dialecte de l'époque. Mais en tout cas, et il se trouve que la première revendication de cette Ciompi, c'était une revendication syndicale, c'était le droit de se réunir. Et puis, ils demandaient aussi l'augmentation de leur salaire, etc. Donc, ça, je trouvais ça fascinant que, oui, en fait, déjà en 1378, à la naissance du capitalisme, immédiatement, il y a eu des revendications de type syndical. Donc, c'est pas ça qui est anachronique. Mon personnage de Marco Moro, c'est ce qui fait ces revendications ne sont pas anachroniques, mais à un moment, il rédige un tract pour les autres ouvriers qui commence par un spectre entre l'Italie, le spectre des Ciompi. Et les 10 lignes qui suivent sont quasiment intégralement recopiées du manifeste du Parti communiste de Marx. Bon, voilà. Donc ça, c'est aussi une manière de signaler que on n'est pas là pour chercher la vérité, on est là pour s'amuser. Je vous propose une énigme, il y a un coupable à trouver, et je vous dispose des éléments, mais on est là pour jouer, par exemple. Voilà. Un exemple parmi d'autres. Peut-être un petit mot sur ce côté épistolaire, donc ces lettres. Comment est-ce qu'on travaille parce que plus dans le paysage littéraire contemporain, il y a peu aujourd'hui de romans épistolaires. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un puzzle? Comment est-ce qu'on procède à un découpage? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre travail littéraire de ce point de vue-là, en tout cas? Alors, des romans épistolaires, il y en a au moins eu un l'an dernier, puisque Virginie Despentes, c'était un roman épistolaire, mais c'était en effet pas exactement la même démarche, vu qu'il n'y avait que trois correspondants. Alors, je dis ça sans jugement de valeur, mais c'est vrai que ma tâche était quand même plus compliquée, et vous avez raison, c'était un puzzle. Moi, j'avais fait mes fiches de personnages que je disposais sur mon parquet, et dans les informations que je donnais, le statut des personnages, leur date de naissance, de mort, leurs relations entre eux, il y avait, oui, c'est ça, c'est-à-dire leur statut, l'élément important, c'était leur relation entre amis et ennemis. Et donc, en fait, à la fin, j'essayais d'y voir plus clair, et j'avais des groupes, en fait. Il y avait des personnages alors, il y avait des croisements, mais disons qu'il y avait 3 ou 4 grands groupes qui conversaient entre eux. Les Français, le groupe Catherine de Médicis, les peintres, Bronzino et compagnie, et puis donc en effet les classes plus populaires, Marco Moro, mais Naldini, il correspondait avec Marco Moro, mais aussi avec les amis de son maître, Allori, Bronzino, etc., etc. Donc voilà, je fonctionnais comme ça par groupe. J'avais des petites couleurs pour essayer de voir, quand je faisais défiler sur mon ordinateur, telle lettre, si c'était le groupe Catherine de Médicis, c'était en orange, si c'était le groupe du Duc, c'était en violet. Ça me permettait de m'y retrouver. Et alors ensuite, il y avait un gros... c'était compliqué parce que pour l'équilibre, il fallait pas qu'il y ait un bloc de 40 pages des Catherine de Médicis et puis après un bloc de 40 pages de Bronzino et ses amis. Il fallait entrelacer. Mais en même temps, il fallait quand même, pour que le lecteur soit pas perdu, il fallait quand même pas qu'on attende 40 lettres entre une lettre et sa réponse. Donc c'était un équilibre vraiment très très compliqué à trouver. En général, une lettre était suivie de sa réponse, ou alors il n'y avait jamais 2-3 lettres entre les deux. Mais il fallait pas qu'un groupe prenne le lead trop longtemps. Donc et alors à ça s'ajoutait cette difficulté que il fallait faire progresser l'enquête. Et alors ça, oui, en fait ça c'était peut-être la plus grosse contrainte. C'est-à-dire que le jeu que je propose au lecteur, c'est le jeu du roman policier. Donc il fallait distiller les indices, distiller les fausses pistes, en dire un peu mais pas trop. Et alors ça, il fallait, l'ordre, il est capital, si vous voulez. Si vous donnez un indice fondamental trop tôt, ça va être raté. Si c'est trop tard, il sert plus à rien. Donc c'était vraiment extrêmement compliqué. Et donc il y avait mon petit code couleur
qui m'aidaient, mais à la fin, j'ai eu un gros travail de relecture où il fallait, plus qu'aucun de mes autres romans, en fait, pour que ça fonctionne, il fallait qu'il n'y ait vraiment pas d'erreur, quoi. Enfin, pour que le roman policier fonctionne, c'était ça le plus dur, en fait. Que le roman policier fonctionne. Ouais, voilà, il fallait pas que... Enfin, c'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas qui c'est ce monsieur, mais il y a un monsieur qui s'appelle Van Dyne qui a écrit les directs du roman policier, je crois. Et en fait, dans ces règles, à mon avis, l'une des plus importantes, en tout cas c'est celle que j'ai retenue, c'est que le lecteur doit avoir sa chance. Alors ensuite, évidemment, c'est-à-dire que les éléments, tout est sur la table, quoi. Tout est sur la table. Alors ça peut être la lettre volée, c'est-à-dire les éléments sont plus ou moins dissimulés. Évidemment que l'indice capital, je vais pas le souligner 3 fois, mais il sera là. C'est-à-dire, il sera là. Si vous relisez à la fin, vous verrez que normalement, le but, évidemment, c'est pas que vous deviniez. Enfin, c'est possible, hein, et c'est pas grave si certains devinent. Mais l'idéal, c'est que vous ne deviniez pas et qu'en relisant, vous dites ah bah ouais, c'était là, tel ou tel indice. Hein. Je dis pas qu'il y en a qu'un. Je vous dis rien. Mais disons que ça demandait beaucoup de rigueur et de concentration. Il fallait pas en dire trop. Entre trop et pas assez, il fallait trouver l'équilibre, quoi. Et puis aussi des trucs tout bêtes. Excusez-moi. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'appelle la double énonciation, vous savez, quand deux personnages se parlent entre eux au théâtre. Deux personnages se parlent entre eux, mais en fait, ils parlent au public. Bon, et là, c'est pareil, c'est-à-dire que et ça peut se faire de façon plus ou moins subtile ou plus ou moins maladroite, vous savez, c'est-à-dire l'exposition dans les débuts de livres, de films, de pièces de théâtre, on explique la situation. Si c'est dans les films américains, ça donne bonjour ma sœur, pour qu'on comprenne que voilà, c'est la sœur du héros. Bon, donc il faut aussi donner il faut donner les informations qu'on veut donner mais simplement se mettre aussi à la place des personnages. Vasari, il n'a pas de raison de rappeler à son ami Borghini qui il est et qu'est-ce qu'ils font ensemble. Donc ça, c'était vraiment, c'était très délicat, quoi. C'était vraiment compliqué. Moi, rapidement, peut-être parler des femmes dans ce livre. Il y a des citations qui font presque mal au cœur, notamment un moment, c'est la duchesse qui dit vendez puisqu'il faut vendre, mais ne bradez pas. Et puis aussi toutes les considérations. Sa fille. Voilà. Elle parle de sa fille, ouais. C'est horrible. Et puis toutes les considérations entre, même s'il y a de la manipulation entre Catherine de Médicis et Maria de Médicis sur leur situation de femme, on est presque étonné en fait de cette lucidité. Comment est-ce que vous avez vu les choses, vous ? Alors ça, c'est la lucidité de Catherine de Médicis. Il y a une grande lettre dans mon livre que j'ai voulu, l'une des grandes lettres du livre, qui est totalement inspirée de la lettre 80 des Liaisons dangereuses, où Merteuil explique à Valmont ce que c'est qu'être une femme, et c'est resté cette lettre-là est restée vraiment comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature française, et qui est d'un féminisme incroyable de la part de Laclos, pour expliquer ce que c'est que la dureté de la condition féminine. Et là, j'avais cette lettre comme modèle pour écrire la pauvre Maria de Médicis. Elle est dans la situation de Cécile Volanges. Elle va être mariée à quelqu'un qu'elle aime pas, et elle est amoureuse du page du duc, elle est un peu perdue, et Catherine de Médicis lui explique je vais vous expliquer ce que c'est qu'être une femme, et qui en plus être une reine ou une princesse, et elle lui raconte sa vie. Et en fait, ça c'est quelque chose on connaît un peu Catherine de Médicis, la Saint-Barthélemy, tout ça, quoi, mais on connaît pas du tout sa période italienne. Et en fait, je me suis rendu compte que être une femme, c'est toujours compliqué, mais qu'en plus, non seulement le statut d'aristocrate ne protégeait de rien, parce que femme, homme, de toute façon, on pouvait se faire assassiner à un coup de dague ou de poison pour un oui ou pour un non. Mais en plus, c'était presque pire, parce que quand on était une reine ou une princesse, on avait de la valeur, et que donc on était destiné à être vendu, quoi. Là en l'occurrence, et ça c'est vrai historiquement, le duc de Florence voulait que sa fille voulait offrir sa fille au duc d'Este,
le duc de Ferrare pour les jeux d'alliance, enfin voilà, parce que il voulait cette alliance, et donc les femmes, et donc là je fais dire à Catherine de Médicis, je ne sais plus exactement en quel terme, mais que les femmes étaient les pièces sur l'échiquier des empires. Les femmes étaient des pièces qui n'étaient pas sans valeur, bien au contraire, mais qui n'étaient pas libres de leur mouvement. Et donc c'était évidemment très très dur, très très compliqué pour elle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la faveur de circonstances absolument incroyables et puis de qualités absolument hors normes, certaines femmes pouvaient tirer leur épingle du jeu. Et Catherine de Médicis, s'est quand même retrouvée de fait à régner de très longues années sur la France. Régner quand elle était régente, régner après la mort d'Henri II, régner déjà du vivant d'Henri II quand il était en campagne militaire, et puis ensuite régner quand elle a eu ses 3 fils, qui n'étaient pas des grands rois, et en fait qui tenaient toujours le royaume. Mais c'était très rare, mais ça pouvait arriver. Il y a la femme de Charles Quint, la sœur de Charles Quint, était en charge de l'Espagne ou des Pays-Bas quand Charles Quint était en campagne. Mais donc, c'est-à-dire, c'était très compliqué, mais des femmes pouvaient rivaliser en termes de pouvoir à des conditions très précises au plus haut niveau en politique. Donc ça, c'était très intéressant. Mais c'était pas facile, quoi. Vous voulez poser votre question, monsieur ? Allez, on vous écoute. Merci pour cette exposition qui me donne vraiment envie de lire votre roman comme les précédents. J'avais une question en fait concernant qu'est-ce qui actuellement vous ferait le plus plaisir ? Ça serait d'avoir un prix à la rentrée, ou est-ce que ça serait que Pierre Bayard revisite votre livre, et est-ce que vous avez conçu l'écriture de votre livre de façon à ce qu'il puisse être revisité par Pierre Bayard ? Ouais, non, j'adorerais. Oui, on en a discuté, et j'attends de ces nouvelles. Je lui ai envoyé le livre, et j'attends qu'il me dise non mais l'assassin c'est pas du tout lui ou elle ou eux, c'est bien sûr voilà, et qui démonte. Ah, non, j'aimerais beaucoup. Alors quant au prix, ça va être difficile vu que je suis sur aucune liste pour l'instant, mais donc j'adorerais. Et ce serait vraiment, je prendrais ça comme un très bel hommage. Ouais. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé votre présentation. Dans HHHH, il y avait, dans plusieurs de vos livres, il y a une idée force qui se dégage. Par exemple, dans la 7e fonction du langage, c'est un livre qui parle de beaucoup de choses, qui est très agréable, très jubilatoire, mais c'est un livre très, très didactique sur la rhétorique. Est-ce qu'il y a une idée force, un fil rouge également dans celui-ci ? Alors, je pense qu'il est trop tôt pour que je m'en rende compte. Là, je viens de le sortir, et donc je découvre d'une certaine manière beaucoup de choses sur mon livre en vous en parlant, en parlant aux gens. Donc, la problématique d'HHHH, comment est-ce qu'on raconte une histoire vraie ? Je m'en étais pas rendu compte, en fait. C'est vraiment pendant la promo, en parlant de mon livre, que je l'ai formalisé, que ça m'est apparu très clairement dans ma tête. Et donc celui-là, je saurais pas vous dire exactement. Il y a juste, il y a juste 2 choses dont je me rends compte. D'abord, c'est que ce que je vous disais là sur la condition des femmes à la Renaissance, etc. Il me semble qu'il y a une question à l'arrière-plan de tout ce roman policier, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir quand on est quand on est ouvrier au XVIe siècle, quand on est peintre, tributaire des commandes, quand on est même, et alors quand on est fille de duc, et quand on est même Michel-Ange et que le pape là veut détruire notre chapelle Sixtine, comment, voilà, c'est-à-dire le combat, c'est le combat pour la vie et la survie, en fait, quoi, mais qui est notre combat à tous, à des degrés divers, et évidemment, et plus ou moins dramatique, mais voilà, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans la vie. Ça, c'est une première impression que j'ai, qui ressort du livre. Et puis, sinon, il y a un autre truc, c'est quand même que c'est pas du tout central dans mon histoire, parce que Michel-Ange n'est pas central dans mon histoire, mais c'est Michel-Ange qui a été confronté donc à cette menace de destruction de son œuvre, et finalement, vous savez quel a été le compromis. Le compromis a été qu'on a repeint, on a barbouillé sa chapelle Sixtine, on a dessiné des espèces de serviettes, de foulards sur les sexes des hommes et de quelques femmes, je crois, pour cacher ce qu'on ne supportait plus de voir.
Et je me rends compte que en fait, c'est exactement la problématique actuelle sur Agatha Christie, sur Roald Dahl, etc. Donc il y a quand même quelque chose sur la censure, et ce type de censure très spécifique qui n'est pas juste de la censure, mais qui est vraiment du maquillage, du tripatouillage, où c'est pas juste qu'on interdit, qu'on cache, qu'on détruit, c'est vraiment on réécrit, on falsifie. Là, donc voilà. Donc visiblement, moi, je suis très chatouilleux avec ces questions de falsification. C'est ce que je vous disais à propos de l'histoire. Je veux pas que la fiction falsifie l'histoire. Je veux pas non plus qu'on falsifie les œuvres. Et c'est vrai que ces œuvres sont des documents historiques, pour le meilleur et pour le pire. S'il y a des remarques un peu douteuses dans Agatha Christie, on les laisse. On les laisse et on se débrouille avec. Alors, si vous voulez pas les lire, vous les lisez pas. Si vous voulez pas les rééditer, on les réédite pas. Moi, je pense que Mein Kampf, moi je suis pour la réédition de Mein Kampf. Alors je comprends les problèmes que ça pose, évidemment, il ne faut pas que vous ayez à ombre blanche des clients néo-nazis qui se... Mais c'est-à-dire, je pense que plus on en sait, mieux c'est. Et là, si on enlève, donc oui, voilà, c'est pas juste le titre, Agatha Christie, c'est-à-dire que maintenant on s'attaque au corps du texte, on rajoute on supprime des bouts et puis on rajoute, on explicite pour les enfants, là, voilà. Les pauvres chérubins, il ne faudrait pas que la madame, elle est chauve, mais elle a bien le droit d'être chauve. Et puis si elle porte une perruque, c'est très bien. Enfin, c'est ça, j'invente pas. C'est ça qu'on a traficoté dans Roald Dahl. Roald Dahl, apparemment, politiquement, il était douteux, mais très bien qu'on sache qu'il était douteux. C'est-à-dire que qui a le plus intérêt à ce qu'on réécrive, à ce qu'on supprime tout ce qui dépasse dans Agatha Christie, une petite remarque un peu sur les juifs qui aiment l'argent par-ci par-là, c'est les ayants droit, évidemment. Très bien, c'est-à-dire que on continue comme ça, et donc dans 10 ans, on ne saura plus que Agatha Christie n'était pas à la pointe du progressisme et du libéralisme, mais était une voilà, mais c'est-à-dire qu'on perd complètement nos repères. Enfin, on sape vraiment les fondements du savoir. Les fondements du savoir, c'est l'histoire. Et donc ça, je vous dis, c'est pas central. Enfin, en fait, peut-être que si, c'est central dans mon livre, en fait. Ouais. Merci beaucoup. Déjà à vous d'être venu, et puis merci, et puis à vous Laurent Binet pour cette rencontre passionnante, et puis pour ce livre vraiment que je conseille vivement. Ça va être l'occasion pour ceux qui le souhaitent peut-être de venir dire 2 mots à Laurent Binet. Merci beaucoup.